Bonsoir à tous. C'est un plan qui a cristallisé toutes les critiques et tous les mécontentements. Je veux parler du plan Good Move, évidemment, un des thèmes majeurs de la campagne électorale. Alors, comment en est-on arrivé là? A-t-on fait un mauvais procès à Good Move? Et surtout, comment mettre en œuvre à l'avenir des politiques de mobilité en région bruxelloise? On va en discuter tout de suite avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter qui entrent sur notre plateau. Je vais commencer par vous, Abdelmajid Boulayoun. Vous êtes architecte, le fondateur du Bureau Multiple. Et si on vous a invité, c'est parce que vous avez publié une tribune consacrée à Good Move et qui a été signée par 150 professeurs d'université. J'ai également invité sur ce plateau Florine Cugnet. Bonsoir. Vous êtes chargée de politique bruxelloise au GRAC. Le GRAC, c'est une association qui œuvre à rendre les villes plus cyclables. Merci d'être avec nous. Alors une question pour vous, Abdelmajid Boulayoun. Vous avez été surpris, vous qui êtes sur le terrain, qui faites des plans d'espace public, vous avez été surpris par les critiques envers Good Move? Oui, on a été surpris et surtout on a été surpris par cet effet de polarisation en fait, du débat, alors que les choses sont beaucoup plus complexes et elles doivent être objectivées. Et pour nous, il est fondamental en fait, de travailler une forme de transversalité où la mobilité est un des sujets, mais pas forcément le sujet principal. Et donc, de cette manière-là, on peut peut-être regarder les choses de manière beaucoup moins complexe et essayer de travailler avec la question, par exemple, des espaces publics liés à la question de la mobilité. Et un tiers de nos espaces en ville sont des voiries, en fait. Donc, il est fondamental de résoudre cette équation de manière beaucoup plus complexe que simplement en travaillant sur la question de la mobilité pure et simple. Alors, même question pour vous, Florine Cugnet. Comment vous avez vécu ça, cet amalgame finalement sur le plan Good Move où tout est de la faute de Good Move quasiment? Mais surtout, on constate que derrière Good Move, les gens ne savent pas exactement ce qu'il y a. Donc, il y a un plan Good Move qui est le plan régional de mobilité qui comprend 50 actions qui concernent tous les modes et qui vont dans absolument tous les sens. Mais ce qui a véritablement crispé, je crois, c'est l'application de mesures de circulation pour créer des quartiers apaisés au niveau des communes. Et voilà, maintenant, on voit que les critiques sont très portées là-dessus et que l'entièreté du plan n'est très certainement pas à jeter. Et donc, voilà, les slogans « Stop au plan Good Move »,« Non au plan Good Move », on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Maintenant que les élections sont passées, je crois qu'il faudra voir concrètement, en fait, ce que les gens, les candidats qui ont été élus, voilà, entendent faire avec la mobilité. Alors, est-ce que le plan Good Move est mort ? Je ne pense pas. En fait, il va se déployer peut-être d'une autre façon. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des sujets extrêmement importants qui sont l'hypermobilité dans nos villes. Et donc, on doit réagir justement, non pas en changeant le plan Good Move, mais en l'améliorant, peut-être en faisant un plan Good Move 2.0 qui intègre réellement les questions liées à la mobilité, mais aussi surtout au bâti, à la manière dont on doit retravailler le bâti en relation avec la nature en ville. Et tout ça est lié à des questions de mobilité pour que justement on puisse travailler sur des espaces beaucoup plus apaisés, des espaces publics qui intègrent cette mobilité d'une autre façon. Et donc, ce n'est pas du tout un plan qui est mort, que du contraire, c'est peut-être une première étape. Et il y en aura d'autres parce que la ville se construit sur plusieurs décennies et pas forcément sur quelques années. Alors, si vous avez suivi nos débats électoraux, vous l'avez vu, Good Move s'est invité bruyamment dans la campagne électorale. On va le voir tout de suite dans ce petit florilège avec la réaction dans nos débats d'Ahmed Lawesh, bourgmestre socialiste de Koekelberg, de l'écolo scarbécois Vincent Van Allowen et du libéral XLois Gauthier Calom. Ce que j'ai perçu dans Good Move, c'est d'abord un problème de méthode. Il y a des communes où Good Move a été appliqué d'une manière tellement brutale qu'il y a eu des révoltes de quartier, du jamais vu depuis très longtemps à Bruxelles. Donc il faut de la concertation et renforcer la concertation. Nous sommes totalement ouverts au dialogue, totalement ouverts à plus de participation, totalement ouverts à des adaptations, mais non, comme le propose mon voisin ici, il n'y aura pas avec écolo dans la majorité, il n'y aura pas de retour en arrière pour supprimer des pistes cyclables, pour supprimer des sites propres. La voiture, elle a tendance, et c'est le sens de l'histoire, à prendre un autre rôle dans les grandes villes. Ça, c'est très clair, c'est un constat qu'on partage tous. Ceci étant dit, effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui avec ce plan Good Move, et après je parlerai des autres moyens de transport, parce que je pense que dans une même journée, on peut être automobiliste, on peut prendre les transports en commun, on peut prendre un vélo, et puis on peut, entre deux réunions ou entre deux moments de la journée, aussi se déplacer à pied. Et donc, par rapport à la voiture, pour être très clair par rapport à ça,
Je dis aujourd'hui, et je l'assume très clairement, quand j'entends qu'on dit ce qu'il faut c'est l'accessibilité dans les quartiers, aujourd'hui on a, en mettant en place cette My Good Move, à certains endroits, non seulement enclaver les gens dans leur quartier, avec un passage beaucoup plus compliqué, avec des détours, et là où les gens sont parfois doublement victimes, c'est que non seulement ils sont enclavés dans leur quartier, mais dans des rues résidentielles, et je le répète parce que c'est une réalité, je peux vous donner toute une série d'artères ixelloises qui sont concernées, il y a des rues qui étaient auparavant apaisées et qui sont aujourd'hui à accueillir un flot de voitures qui a parfois été multiplié jusqu'à 10 à certaines heures de la journée. Donc en réalité, on n'a pas diminué la place de la voiture, on l'a reportée, on a peut-être apaisé certaines voiries, mais au détriment d'autres voiries. Et c'est ça qu'il faut repenser, je pense, avec un petit peu de modestie. Alors Abdelmajid Boulayoun, est-ce que c'est un échec de la concertation qui, selon vous, a suscité toute cette vague de mécontentement ? Mais je pense que maintenant que les élections sont peut-être derrière nous, les choses vont peut-être être beaucoup plus apaisées pour pouvoir travailler de manière sereine sur ce plan de mobilité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas un plan de mobilité qui a mis les uns contre les autres, mais qui a été implémenté dans 6 quartiers. On voit la relation qu'il y a eu entre la voiture, les vélos, les piétons. On a vraiment une diminution du nombre de voitures. On a aussi une augmentation du nombre de cyclistes, mais on a aussi une amélioration du cadre de vie. Et donc, à partir de ces points-là, effectivement, les choses sont à modifier, effectivement, les choses sont à peut-être revoir, mais comme dans tout plan urbain de longue haleine, il va falloir retravailler certains éléments, mais les éléments sur lesquels le plan Good Move s'installe sont des éléments sains pour que les villes de demain soient vivables. Oui, pour vous, c'est indispensable, il faut en passer par là, on ne pourra pas y échapper à finalement rendre ce trafic plus apaisé en région bruxelloise. Florine Cugnet ? Mais de toute façon, les gens n'étaient déjà pas contents avant. Donc là, on entend des mécontentements contre Good Move, mais le statu quo n'est pas non plus une option. Les gens n'étaient pas satisfaits auparavant. Donc de toute façon, il faut prendre des mesures. Je crois que, en tant que représentant des usagers cyclistes, on pense que le vélo a un grand rôle à jouer. On voit que les mesures qui ont été prises au niveau de la circulation ont permis aussi de faire davantage de place pour les cyclistes. Donc pour nous, c'est important en tout cas de maintenir cet aspect-là et surtout de ne pas revenir en arrière. Donc on entend certains candidats qui ont proposé de revenir à des doubles sens, mais donc ça signifie en fait détricoter le réseau cyclable qu'on est en train d'aménager et ça, ce serait vraiment une grave erreur. Oui, faire marche arrière, c'est pas possible pour vous qui êtes un aménageur. Hein. Mais nous, en tant qu'architectes urbanistes, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un espace qui est devenu essentiel, c'est celui de l'espace public. Parce qu'on construit des bâtiments le long de ces espaces publics, on y travaille, on y met de la mobilité aussi, mais on doit y intégrer aussi une végétation qui doit s'intégrer de plus en plus dans les villes. Et tout ça, c'est pour le lien social. Alors pour nous, c'est fondamental. Alors ça dépasse le plan du Good Move, mais le lien social, c'est le premier réseau social au monde. D'abord, c'était les voiries romaines, en fait. C'est comment les villes étaient reliées entre elles. C'est avant tout ça. Et donc, de cette manière-là, ce lien social, ça permet aussi d'éviter les polarisations dans la société. C'est l'endroit où les gens s'écoutent. Et donc, cette mobilité, oui, mais elle est sous différentes sur différentes typologies de mobilité. Et donc c'est là où nous, on doit pouvoir travailler plus tard, mais la ville de demain ne se fera pas simplement en revenant à la ville des années 70, ça c'est sûr. Parce qu'on rappelle Good Move, ça s'étale sur 2 législatures, il y a 50 quartiers apaisés, et pas uniquement en revoyant la circulation à la baisse, il y a aussi les transports en commun plus efficaces, les espaces publics, la création de nouveaux espaces publics, donc c'est un plan global en fait. Bien évidemment, et il y a des mesures qui sont tout à fait, je dirais, peut-être invisibles du grand public. Donc, par exemple, la gestion intelligente des feux, c'est quelque chose, quand on change quelques secondes de phasage de feu et qu'il y a des adaptations dynamiques, je crois que pour les automobilistes, c'est assez invisible. Par contre, effectivement, quand on touche vraiment à l'espace public d'une manière très visible, en coupant une rue, en faisant des sens uniques, effectivement, là, ça a des impacts en tout cas très, très concrets pour la population. Et donc c'est normal que ce soit ces mesures-là finalement qui suscitent le plus de réactions. À côté de ça, je crois que l'amélioration des transports publics, la création de nouvelles lignes, je crois que personne ne peut s'y opposer. Donc je pense que sur la base, en tout cas, il y a beaucoup de mesures auxquelles les gens peuvent adhérer. Et je crois que ce qui a vraiment crispé, c'est les plans de circulation qui peuvent être retravaillés. Je ne dis pas que la copie était parfaite. Hein. Et donc on procède aussi par essai-erreur. Et je crois qu'il faut avoir aussi l'humilité de se dire que certaines choses peuvent être revues tout en conservant en tout cas l'objectif principal de l'amélioration de la qualité de vie au sein des quartiers. Alors vous parliez de polarisation et Dieu sait qu'on connaît la polarisation quand on réaménage un espace public, mais ici la polarisation est extrême. Est-ce que ça ne va pas compliquer votre travail à l'avenir ?
Effectivement, ça le complique, mais nous sommes, sur le terrain, en train d'essayer de faire des projets, justement, en travaillant les jardins de pluie, en travaillant la question de l'espace public, la question des liens sociaux que l'on peut créer dans ces espaces, en diminuant l'impact de la voiture, ça c'est évident. Mais là où ça produit énormément de crispation, c'est le temps à y consacrer pour pouvoir réaliser ces aménagements. Et donc ça prend la plupart du temps une dizaine d'années pour pouvoir réaliser un projet d'aménagement où on peut retrouver justement toutes les qualités d'un espace public où la mobilité a sa place et les différents types de mobilité ont leur place. Mais effectivement, ça prend un temps assez long et un travail de médiation aussi vis-à-vis à la fois des citoyens, vis-à-vis des politiques. Mais ce travail doit être fait et ça fait partie aussi de notre travail au quotidien, mais on ne peut pas crisper les choses en disant les oui ou les non sur un plan ou un autre. Il faut travailler ensemble et c'est pour cette raison-là qu'on a mis dans la tribune qu'il faut se mettre ensemble autour de la table à dessin pour pouvoir aller de l'avant. Oui, mais on a vraiment cristallisé sur certains points. Vous imaginez quoi à l'avenir quand il s'agira de développer un projet, par exemple, où il y a une piste cyclable ou alors libérer certains espaces de la voiture? Vous pensez que les oppositions vont être plus grandes encore ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y aura toujours des oppositions. À partir du moment où on opère un rééquilibrage, où on retire de l'espace à certains, qu'on en remet à l'autre. Voilà. De toute façon, il va y avoir des crispations. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir toujours rappeler l'objectif, vers quoi on va, montrer des modèles qui fonctionnent. Et là, je crois qu'on peut commencer à capitaliser sur certains plans de circulation qui ont plutôt bien fonctionné. Donc voilà, c'est toujours sans cesse expliquer, montrer ce qui fonctionne, voilà, réadapter là où il y a des blocages. Maintenant, je pense qu'aussi avec les réseaux sociaux et aussi l'effet campagne où beaucoup de gens sont venus avec des slogans à l'emporte-pied, je crois que ça n'a pas aidé non plus à apaiser le débat. Ouais. Je crois qu'on va pouvoir repartir ici peut-être dans des conditions un peu plus apaisées. Oui, vous pensez qu'on a perdu du temps en tout cas, puisque les premiers essais de Good Move, ça date de l'été 2022. On est déjà 2 ans plus tard. On voit que les tensions sont toujours importantes. On a au moins perdu 2 ans. Et pour retisser le fil de la concertation, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais de toute façon, les villes se font avec énormément de temps. Donc ça ne se fait pas sur 10 ans, 20 ans, ça se fait souvent sur un très long terme. Et les villes de demain sont travaillées aussi en fonction de ces phasages du temps. Donc on ne fait plus de la planologie, qui est quelque chose d'assez brusque au niveau des villes, mais on fait quelque chose d'évolutif. Et nous devons tous, ensemble, travailler justement dans cette évolution de la ville. Je rappelle un point aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette mobilité des espaces publics, on travaille aussi toute la question des îlots de fraîcheur, qui est devenu un élément fondamental dans le changement climatique. Et cet élément fondamental va pouvoir être une réponse claire, par exemple, dans des lieux extrêmement denses. On voit la différence déjà en été entre des quartiers à Saint-Josse et Boisfort, on a 3 degrés de différence. Et donc, amener aussi une autre qualité d'espace public en fonction des types de mobilité, c'est aussi apporter une réelle qualité pour les villes de demain que l'on veut construire ensemble. Oui, alors les usages des espaces publics se sont multipliés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trottinettes, par exemple. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a beaucoup plus de cyclistes et donc ça rend encore plus compliqué, Florine Cugnet, le partage de l'espace public. Moi, je dirais que ça le rend plus évident. Parce qu'on voit que la politique a été menée ces dernières années pour consacrer davantage d'espace à d'autres modes de déplacement. Finalement, ça s'avère payante. Et donc là, on a quand même un boom du vélo à Bruxelles qui est quand même assez impressionnant. On vient quand même de loin. Et donc, si on fait une rétrospective, je dirais, des 10-15 dernières années, effectivement, la ville s'est profondément transformée, mais nos modes de déplacement aussi. Et donc, je crois que ça insiste en tout cas sur le bien fondé du partage de l'espace public et de se dire, ben voilà, à partir du moment où on consacre de bonnes conditions de sécurité pour les cyclistes et trottinettistes aussi qui viennent nous rejoindre. Voilà, ça fonctionne. Donc les gens sont prêts à changer de comportement pour peu qu'on leur en donne les moyens. Je crois qu'il faut continuer. Ouais, et vous avez peur du détricotage de ce qui a été déjà fait? On le voit dans certaines communes. On le voyait à Ixelles, par exemple, où il y a certaines mailles apparemment qui vont être changées. À Scarbeck, il y avait aussi la volonté de certains de bouger certaines mailles. Vous craignez ce détricotage? Je ne le crains pas parce que de manière très objective, quand on regarde les plans et on regarde effectivement les atouts que ça peut procurer vis-à-vis des citoyens, c'est un réel avantage. Donc tout politicien va prendre ça en compte, ça c'est sûr et certain. Il y aura peut-être des améliorations à faire, ça c'est évident, mais ce qui est déjà acquis est déjà acquis. Et la notion d'apaisement dont on vient de parler, c'est quelque chose de fondamental parce qu'on va pouvoir justement travailler avec des mobilités douces et d'autres formes de mobilité qui
ne sont pas forcément déjà acquises, parce que les nouvelles formes de mobilité nous arrivent aussi. On parle de plus en plus des ombres numériques en termes de mobilité. Ça va avoir un impact aussi sur l'espace public. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer, mais dans le sens de cet apaisement de l'espace public qui, je pense, va produire une qualité pour les villes dans lesquelles on veut vivre demain. Oui, et comment trouver finalement, arriver à l'intérêt général qui pourrait satisfaire tout le monde? Alors, Bruxelles est une ville extrêmement complexe et passionnante à la fois. Et donc, je pense que c'est une de ses grandes richesses et on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas une ville comme celle-là en Europe. Et donc, la grande qualité que l'on a, c'est de pouvoir travailler avec cette notion de participation, c'est de pouvoir travailler avec cette notion de concertation. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de la ville. Et moi, je suis convaincu que grâce à ça, on peut relever des problèmes qui sont pourtant extrêmement complexes, mais qui peuvent être relevés parce que justement, on a cet ADN de la concertation qui est inscrite dans nos gènes ici à Bruxelles. Oui, mais il y a des intérêts individuels qui divergent. Les intérêts des cyclistes ne sont pas forcément les intérêts des piétons, ni les intérêts des automobilistes. Alors, trouver la formule qui satisfait tout le monde, c'est presque... Je dirais, c'est trouver l'équilibre. Est-ce que tout le monde sera entièrement satisfait? Non. Et en plus, comme on le dit, la ville, elle évolue. Donc, elle est en constante évolution. Elle se transformera toujours et il n'y aura jamais un modèle final auquel on doit parvenir. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment la mise en dialogue et le fait de trouver une solution qui fonctionne bien pour tous. En tout cas, à l'heure actuelle, on voit que la solution... Ça ne fonctionne pas encore. Et donc, on y arrive. Parce que certains responsables communaux disent mais il y a eu des concertations, mais malgré tout, il y a des contestations. Alors, est-ce qu'il faut réinventer la participation? Comment la faire, finalement, pour que des solutions qui seraient prises ne débouchent pas sur une manifestation populaire? Alors, il faut d'abord être très, très clair. Quand on regarde le flux de mobilité dans un espace public, on se rend compte qu'en fait, il y a des pics. Et donc, c'est là où on doit pouvoir travailler avec les habitants. C'est que ces pics, le matin, on amène nos enfants à l'école, etc. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve avec des places qui sont occupées par des véhicules, mais qui, en fait, sont peut-être là pendant 4, 5, 6 heures et occupent l'espace. L'espace d'un véhicule, c'est 25 mètres carrés. Dans le RRU, donc le Règlement régional d'urbanisme, c'est l'équivalent de 2 chambres, en fait. Donc, c'est quand même un espace assez considérable. Et donc, bien sûr qu'il y aura des mouvements de protestation, mais il faut être à l'écoute de ces mouvements d'abord, et puis expliquer de manière très concrète qu'est-ce que l'on peut faire dans une place de parking, si on peut y faire un jardin, y ajouter des bancs, ouvrir un bâtiment sur cet espace, ça amène une réelle plus-value pour toute la rue. Et à partir de ce moment-là, les gens sont beaucoup plus à même de le comprendre, parce qu'ils verront leurs enfants jouer là, ils verront leurs grands-parents peut-être s'y asseoir et prendre un rayon de soleil. C'est vraiment des choses extrêmement concrètes avec lesquelles il faut partir pour expliquer que les choses sont possibles. Et aujourd'hui, pour vous, quand il y a des enquêtes publiques sur des projets d'aménagement, avec toutes ces polémiques autour de Good Move, est-ce que c'est plus compliqué pour vous de défendre votre point de vue ou pas? Alors, on le fait de la même manière. Maintenant, quant à savoir de la manière dont on est entendu, ça c'est une autre question. Maintenant, au GREC, on travaille aussi avec des vrais gens qui sont des vrais habitants de Bruxelles, qui sont dans différentes communes, qui ont des profils différents et qui viennent avec aussi leurs besoins, leur vécu. Et donc, on n'a pas des formules toutes faites. Donc, de toute façon, quand on répond à une enquête publique, c'est aussi le fruit d'une concertation. On discute entre nous, qu'est-ce qui serait mieux. Et donc, voilà, on fait déjà à une petite échelle, en tout cas, ce travail de brassage des avis et de synthèse. Et puis, l'idée, ce serait de pouvoir reproduire ça à plus grande échelle. Maintenant, pouvoir satisfaire tout le monde. Une concertation ne veut pas dire que tout le monde sortira satisfait parce que son point de vue aura été appliqué. L'idée, c'est que tout le monde puisse vivre ensemble et vivre avec. Et Good Move 2.0, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire repartir de la base. Donc, on arrête les notions de planification et on part sur des sortes d'urban package où on intègre à la fois les bâtiments, on intègre à la fois l'espace public, les couloirs de biodiversité, et il faut le rappeler, qui sont indispensables justement pour ces îlots de fraîcheur, et on intègre les différents types de mobilité. Et le deuxième plan peut vraiment appliquer cette notion qui est
pas forcément liée qu'à celle de la mobilité, et qui part aussi du bas, qui ne part pas d'une planologie globale sur laquelle tout le monde devrait s'inscrire, mais plutôt de partir de l'échelle de la ville, de la rue, du quartier, et à partir de là monter en échelon au niveau du travail de la ville. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut reconstruire un plan qui sera peut-être plus vécu, peut-être plus compris aussi, mais qui va être, je pense, plus efficient aussi. Oui, on parlait de la difficulté de faire aboutir du projet, du temps long finalement pour faire aboutir certains projets. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu désespérant pour vous de voir qu'il faille autant de temps pour faire aboutir quelque chose qui semble évident ? Honnêtement, si. Si, c'est le temps des aménagements et c'est vrai que c'est très compliqué aussi pour les citoyens de se dire voilà, je m'investis sur un projet et puis en fait, 10 ans plus tard, on aboutit toujours à rien. Donc c'est un côté très décourageant pour l'implication des citoyens et je crois que si on veut garder vraiment cette idée d'esprit d'implication citoyenne, de faire en sorte que les gens aient envie de dire leur avis et de participer. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra travailler, effectivement. Oui, le temps normal, c'est une dizaine d'années pour faire aboutir un projet. Oui, tout à fait. Mais c'est le temps que l'on intègre de plus en plus. Parce qu'effectivement, la concertation, la raison fait qu'on a besoin de temps. Et c'est quelque chose avec lequel on va devoir s'habituer aussi. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut que chaque intervenant puisse avoir la parole, puisse avoir un échange vis-à-vis des autres. Et ça, effectivement, ça met du temps. Oui, et donc, vous parlez aussi dans votre tribune d'exemples à l'étranger. Oui. Vous citez la ville de Bordeaux, où le maire Alain Juppé est de droite. Et pourtant, il a fait une ville plus apaisée que certaines communes de la région bruxelloise. Est-ce qu'on va plus vite à l'étranger? Est-ce qu'on est plus volontariste? Est-ce qu'on a plus de courage politique? Alors, plus de courage politique, je ne sais pas, mais ce qui est évident, c'est qu'à Bordeaux, on a l'esprit jacobin français, donc c'est beaucoup plus simple que le travail que l'on mène à Bruxelles avec toutes ces couches où chacun, justement, doit pouvoir interagir avec une décision qui va être prise. Donc, le temps est aussi inhérent à la manière dont les modes de fonctionnement dans nos villes et les politiques menées au niveau régional, tant au niveau urbain qu'au niveau des bâtiments à construire, il est beaucoup plus large que dans des villes comme Bordeaux, où on a effectivement une colonne vertébrale beaucoup plus claire en termes de décision. Donc, je pense que pour Bruxelles, c'est tout à fait possible, mais elle doit tenir compte de ces couches et ces couches qui se superposent, mais qui sont en fait des couches utiles parce qu'elles ont été construites pour que chacun puisse s'exprimer dans un sujet bien particulier. Oui, vous pensez que dans cette réflexion, l'exemple étranger peut à un moment être une nouvelle source d'inspiration pour réinventer ces plans ? Toujours, hein. Je crois qu'il faut regarder ce qui se fait à l'étranger, c'est toujours très inspirant. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas prendre un modèle qui existe dans une autre ville et l'appliquer tel quel à Bruxelles. Chaque ville a ses spécificités, donc l'idée c'est de voir ce qui fonctionne à l'étranger, de voir comment on peut implémenter ça ici. Pour en revenir maintenant sur tout ce qui est projet et longueur de projet, je crois qu'à Bruxelles, non seulement on a une complexité institutionnelle qui est très prononcée, mais on a aussi des procédures en fait, qui sont très très lourdes, et là on peut très certainement essayer de simplifier. Dernière question, une réponse rapide. Vous restez optimiste? Toujours. Oui. Toujours. Pour la simple raison qu'en fait, quand on voit l'évolution de la ville de Bruxelles depuis une vingtaine d'années, on voit réellement une amélioration. On l'a vu notamment au niveau de la mobilité, on l'a vu aussi au niveau des espaces publics, mais cela prend du temps. Donc il faut rester optimiste, oui, toujours. Mais merci en tout cas d'être venu débattre de ce sujet sur le plateau. Très bonne soirée à tous et à demain.